Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre du LASPAD à notre troisième séminaire qui s'inscrit dans la thématique le régionalisme africain entre renouveau et désenchantement. Le LASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal qui impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAD accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Et les séminaires que nous organisons chaque mois répondent à ce double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Mon nom est Patience Roubier. Je suis doctorante en sciences politiques à l'Université Gaston Berger du Sénégal et je prépare une thèse sur les dynamiques sécuritaires en Afrique qui est intitulée L'Union africaine et les communautés économiques régionales face à la problématique sécuritaire en Afrique, dans une perspective comparée, CEDEAO-CEAC, de 2002 à nos jours. Dans ce cadre, mes recherches portent spécifiquement sur la manière dont l'Union africaine coordonne ses efforts avec les communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO et la CEAC, afin de répondre aux défis sécuritaires. L'objectif de cette démarche comparative met en évidence les points de convergence et les points de divergence dans leurs interventions et permet de mieux comprendre les obstacles, qu'ils soient structurels ou opérationnels, à une coopération efficace. Le séminaire d'aujourd'hui prolonge notre réflexion en interrogeant un enjeu important. L'instabilité sécuritaire est-elle la cause principale de la fragilité institutionnelle des communautés économiques régionales ou plutôt l'une de ses conséquences? Ici, l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'explorer cette problématique et d'envisager des pistes pour renforcer l'efficacité de la coopération régionale en matière de sécurité. Et pour éclairer notre réflexion, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir le général Jean-Luc Dienne, qui va nous partager son expérience de terrain et son analyse des dynamiques sécuritaires en Afrique. Le général Dienne, euh, a un parcours exceptionnel qui a été couronné par plusieurs reconnaissances et médailles, notamment la médaille du Chevalier de l'Ordre de Mérite de France, la médaille de Tempête du désert et la médaille de Libération du Koweït, ainsi que deux médailles des Nations Unies, ONUCI, Côte d'Ivoire, et la médaille des Nations Unies, MINUSMA, Mali. Le général Diène a été directeur général du renseignement extérieur d'avril 2020 à janvier 2025. Il a été membre de la commission scientifique du Forum de Dakar depuis 2016. Le général Diène va nous faire une présentation d'environ 45 minutes qui va être suivie d'un échange de 45 minutes également avec nos participants. Général Diène, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont bien voulu partager avec nous cet échange à travers la visioconférence. Je voudrais aussi remercier l'ASPAD qui a bien voulu m'associer à cette réflexion sur les communautés économiques régionales face à la crise sécuritaire entre instabilité sécuritaire et fragilité institutionnelle. La démarche que je vais employer aujourd'hui consistera à répondre d'abord à la question qui nous est posée, savoir si euh, les communautés dont on parle, excusez-moi, il y a un petit problème technique que je cherche à régler. Voilà, la question est réglée. Donc, c'était la question qui m'est posée, c'est de savoir si l'insécurité persistante dans les États d'Afrique du centre, de l'Est et de l'Ouest regroupés en communautés économiques régionales
est la cause de la fragilité institutionnelle qui les caractérise ou sa conséquence? Euh, je vais, en tant que militaire, puisque nous avons été formatés comme ça, essayer de répondre d'emblée à cette question en disant que l'insécurité et la fragilité institutionnelle sont comme dans un système de vases communicants, deux éléments d'une spirale de crise qui se coproduisent et s'auto-entretiennent. En sciences politiques, on parlerait d'un nexus insécurité et fragilité institutionnelle. J'ai choisi d'aller au-delà des serres, d'insister sur les États parce que souvent on met en avant les serres en oubliant que les crises procèdent de contextes que j'essaierai d'analyser, d'identifier les facteurs déterminants dans chaque contexte et proposer des pistes de solutions qui doivent venir aussi bien des serres que des États. Parce que penser que les serres peuvent tout régler, je pense que c'est un peu ignorer des mécanismes de fonctionnement. Le temps qui nous est imparti, et Patience en a parlé, est assez restreint. C'est pourquoi j'ai fait le choix de fonder mon analyse sur des contextes précis en RCA, au Congo, au Tchad, au Soudan, en RDC, en Somalie, dans le bassin du lac Tchad, dans le bassin saharo-saharien, en Afrique de l'Ouest, pour identifier les facteurs déterminants et élaborer les hypothèses qui nous permettent de mieux éclairer la problématique qui nous est demandée d'aborder. Je commencerai par la crise en République centrafricaine. Cette République est en crise permanente et cette crise produit d'une fragilité institutionnelle et de la faiblesse de l'État postcolonial centrafricain. Vous savez, c'était Lubangui Chari qui avait une identité nationale assez faible. Et ce pays a connu des coups d'État récurrents, des jeux de puissance entre acteurs régionaux, Tchad, Soudan, Cameroun, RDC, et internationaux, la France, la Russie, la Chine, etc., ainsi que des ingérences militaires de la France, de Wagner, de la MINUSTAH. Le contexte, on le connaît plus ou moins, je vais en parler sommairement. À l'indépendance, le président Boganda meurt dans un accident d'avion. Son avion explose dans des circonstances un peu mystérieuses. Le premier ministre Abel Goumba est préféré par la France à David Dacko. Donc c'est David Dacko finalement qui est installé. Au bout de quelques temps, il installe une dictature, se rapproche de la Chine, ce qui est très mal perçu. Finalement, la France soutiendra Bokassa lorsqu'il décide de renverser Dacko en 1965. Celui-ci va régner une bonne dizaine d'années, à un certain plus de 10 ans d'ailleurs. À un certain moment, il va même se proclamer empereur, se rapprocher de Kadhafi. Mais ce n'est pas ses seuls problèmes avec la France. On se rappelle l'affaire des diamants avec Giscard d'Estaing et aussi certains problèmes privés qu'il a lui-même eu à évoquer après sa chute. Donc en 1979, la France remet Dacko au pouvoir. C'est une opération militaire avec notamment les légionnaires du 2e REP, le 21e régiment d'infanterie de marine. C'est les opérations Kaban et Barracuda. Dacko va régner 2 ans et il va essuyer le premier coup d'État, celui d'André Kolimba en 81, dans un contexte d'agitation sociale. Donc la France va soutenir Kolimba jusque dans les années 90. Bon, il s'est passé quelque chose de très important qu'on retrouvera dans les autres crises. C'est 90, le discours de la Baule, où Mitterrand, lui, l'aide à la démocratisation. Donc, la transition démocratique s'organise, on va vers le multipartisme et il y a l'élection de Patassé. Patassé, en 96, arrive, il a des difficultés économiques, il n'arrive pas à payer les salaires, notamment les salaires des forces de défense et de sécurité, et il se retrouve ainsi confronté à 3 mutineries. Il fait appel à la France, c'est les accords de Bangui en 97, il arrive à se faire un deuxième mandat, mais à partir de 2001, il va commencer à subir une série de coups d'État et en mai, ce sera celui de Kolimba qui revient pour tenter de le renverser. Il a de la chance, il y a eu une intervention de la Libye pour le soutenir et surtout du MLC de Jean-Pierre Bemba. Tout le monde se rappelle, c'est à la suite de cette intervention de ces troupes qu'il a été, disons, attrait à la Cour pénale internationale. En 2021, c'est un autre général qui est le chef d'état-major des armées, François Bozizé, qui s'implique, qui tente un coup, qui échoue
et il va se réfugier au Tchad. Finalement, Patassé sera renversé par ce même Bozizé en 2023. Bozizé organise des semblants d'élections, se fait élire, et il va être confronté au même problème que les autres. Il y aura la première guerre civile en 2004 et 2007, une deuxième guerre civile 2012 en 2013 avec la coalition Sénéca. C'est dans ce contexte que sont arrivés au pouvoir Michel Djotodia et son premier ministre, Tchangay, qui est de la société civile. Il y a des vagues de violence, notamment contre les communautés chrétiennes. Donc, là-bas, la France déploie une mission Sangaris qui appuie une mission des Nations Unies de soutien de la Centrafrique, la MISCA. Donc, avec les pressions, notamment la CIAC, ça, et c'est là où on va voir le rôle que la CIAC va jouer, mais surtout avec le Tchad, qui est une puissance régionale qui fera pression sur la CIAC, et ils arrivent à obtenir la démission du Premier ministre, du président Djotodia et de son Premier ministre. C'est là où la CIAC va jouer pour qu'il y ait un chef d'État par intérim, la mère de Madame la maire de Bangui, Madame Catherine Samba Panza, qui va organiser donc des élections et qui vont porter au pouvoir Faustin Archange Touadéra. Mais c'est toujours l'instabilité qui continue. Et finalement, Touadéra va opter pour une rupture dans son modèle de coopération qui était plus tourné vers la France et va faire venir Wagner. À partir de là, il y a une nouvelle situation qui se pose. Les relations à la France se dégradent, mais il y a aussi une coalition qui se met en place, la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, dirigée par le même François Bozizé dont on a parlé et qui regroupe beaucoup de mouvements rebelles, dont l'UPC de Ali Darassa, les 3 R du général Bogo, qui sont les deux sont c'est des mouvements à majorité peul, le MPC de Mohamed Al-Khatim, qui est un mouvement à majorité arabe, ainsi que le FPRC de Noureddin Adam. Ces groupes ont dénoncé le 13e accord de paix de la RCA signé en 2010. Vous voyez autant d'accords de paix qui ont été signés et tout ça, en général, c'est avec la médiation internationale, donc les communautés économiques régionales qui ont continué à jouer un rôle à ne jamais abandonner. Et depuis 2023, le MPC a annoncé son départ de la coalition. Le leadership de Bozizé, actuellement en exil, est contesté. Mais il y a d'autres groupes comme les anti-Balaka, dont la plupart des chefs donc, sont aujourd'hui attirés devant la CPI, que ce soit Maxime Kokon, Gaïsona, Yakatom. Il existe aussi des groupes armés qui aujourd'hui sont affiliés aux forces armées centrafricaines, comme les Wagner qui Azandé, qui est un groupe armé qui appartenait avant à un autre qui s'appelait Azandé Anibé. Donc, ces groupes-là ciblent particulièrement les peuples. Quand on observe ce contexte, on se rend compte de certaines de tendances lourdes, de facteurs qui arrivent systématiquement. Et à chaque crise, vous verrez que c'est les mêmes facteurs qui vont revenir. L'absence de pratiques de gouvernance inclusive, l'instrumentalisation des divisions, notamment ethniques et religieuses, par des gouvernements successifs à des fins de conservation du pouvoir, la fragmentation politico-militaire depuis les années 90, ce qui explique les multiplications des rébellions, des institutions judiciaires quasi inexistantes à l'intérieur du pays, crimes de guerre, violations des droits de l'homme. Et c'est faute d'avoir des institutions capables de prendre en charge ces problèmes qu'on a eu à créer la Cour pénale spéciale pour la Centrafrique en 2015. On a toutes les caractéristiques d'un État failli, surtout pendant la période de la guerre civile de 2013-2014, où à un certain moment, le gouvernement était incapable de contrôler, disons, son autorité ne s'arrêtait qu'à l'intérieur de Bangui, presque 80% du territoire du Tchad. Il y a d'autres facteurs socio-économiques qui interviennent, c'est l'extrême pauvreté, alors qu'on a beaucoup de richesses minières, mais cette exploitation qui est artisanale est faite souvent par des bandes armées, les inégalités régionales, le sentiment d'abandon de la périphérie, particulièrement au nord-ouest, qui est propice à la mer. Il y a les clivages ethniques dont j'ai parlé, qui sont instrumentalisés entre musulmans du nord et populations chrétiennes animistes, donc du sud, amplifiés par la crise Sénéca anti-Balaka. Il y a des facteurs géopolitiques, on a tantôt parlé de la France,
On a vu beaucoup de groupes armés étrangers qui sont intervenus en Centrafrique, des mercenaires, tchadiens, soudanais. Aujourd'hui, on a Wagner. La méfiance historique à l'égard des populations transfrontalières, que ce soit les Peuls, les Tchadiens, les Soudanais, accusés souvent de piège, et la convoitise sur le diamant, l'or, l'uranium qui attire les trafics internationaux et les ingérences. Quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression d'avoir un cercle vicieux. Certes, dans cette situation, la CIAC, qui est la principale serre de l'Afrique du centre, a joué un rôle de facilitateur dans les négociations. Je rappelle que dans la lettre de cadrage, il m'est demandé de parler de l'Afrique du centre, de l'Est et de l'Ouest. Donc la CIAC, pour ce qui est de l'Afrique du centre, a joué un grand rôle dans les négociations, notamment lors des accords de Libreville en 2013. Et c'est la CIAC qui mettra en place la MICOPAX, qui est une mission de consolidation de la paix en RCA. Mais on se rend compte que la CIAC, le CR, et on le verra dans les autres crises, on est toujours dans la réaction. Alors que la réalité, c'est qu'elles doivent aider à la consolidation des mécanismes de dévolution du pouvoir et, si nécessaire, par des sanctions, si dans le cas où on a des changements anticonstitutionnels. Je vais citer l'autre cas, c'est le Congo-Brazzaville. Indépendant depuis 1960, sous la présidence de l'abbé Philibert Goulou, qui est au Congo du Sud, il est soutenu par la France. Il met en place un régime autoritaire avec une répression des syndicats et des opposants. Conséquence, 3 ans après, on a le soulèvement des Trois Glorieuses. À partir de là, il y a un virage marxiste qui s'opère, l'arrivée au pouvoir d'Alphonse Massamba Demba, qui est un téké. J'insiste beaucoup sur les origines ethniques parce que c'est des facteurs qui vont intervenir. Il subira un coup d'État, donc celui du capitaine qui deviendra plus tard commandant Mario Ngouabi, qui est un Botchi du Nord, qui instaure une république populaire du Congo avec le Parti congolais du travail qui est d'inspiration marxiste. Il va être tué en 97 chez lui au palais, assassiné. Cela installe une période confuse. Le président de l'Assemblée nationale prend, puis ce sera le colonel Joachim Yobi Opango qui assure le pouvoir avant que n'arrive Denis Sassou Nguesso qui s'impose en 1979 dans un contexte de rivalité au sein du PCT et au sein de l'ARC. Sassou 1, c'est son ère, 79-81, il y a une consolidation du régime marxiste, mais il y a une chute libre de l'économie, trop dépendante du pétrole et aussi de la corruption, j'expliquerai pourquoi. Et on est vers les années 90, c'est la période de la fin de la guerre froide. On a parlé déjà du contexte de Gaulle qui va impacter aussi sur le Congo. Et en 91, c'est la conférence nationale souveraine qui met fin au parti unique. Et pour la première fois de l'histoire du Congo, on a élu un président, Pascal Bissou. Mais son pouvoir sera tout de suite contesté par Sassou et Bernard Koldas. Le Congo se fragmente en milices politico-ethniques. Les Combras de Sassou, majoritairement du nord, les ninjas de Kolelas basés dans le Sud, les Zoulous de l'Issouba au sud. 93-94, c'est la guerre civile. Puis en 97, alors que des élections sont prévues, Sassou, avec ses Cobras et le soutien de l'armée angolaise, déclenche une insurrection. Après 5 mois de guerre urbaine à Brazza, il prend le pouvoir en octobre 97. Donc de 98 en 2000, c'est la deuxième guerre civile. Là, c'est les ninjas de Kolelas et l'Issouba qui tentent de renverser ça. Il y a eu une intervention internationale, notamment les communautés, là, c'est intervenu, l'ONU, il y a eu des médiations africaines. Finalement, on obtient un cessez-le-feu. Mais quand on regarde dans le fond, on va voir que c'est les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Il y a des facteurs politiques, une rivalité des élites au pouvoir, une militarisation de l'État, un refus d'alternance démocratique, des causes socio-économiques qui reviennent, des clivages ethniques et régionaux, notamment cette polarisation nord-sud, l'instrumentalisation des appartenances communautaires, et un système de prédation, de corruption qui aggrave la pauvreté. Ici, dans le cas du Congo, c'est des facteurs géopolitiques. On a la France, notamment par le biais de ELF, des réseaux de ELF, a tenté de prendre et a pris le contrôle à un certain moment du pétrole congolais. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ELF, de 60 à 91, a successivement soutenu Youlou, Gwabi, Sassou et toute la force. Et ce n'est que dans la parenthèse 92-97,
lorsque l'Issouba arrive par les élections, qu'il tente de diversifier en faisant appel aux compagnies américaines et italiennes. Voilà, et Elf a réagi en soutenant Sassou avec l'appui militaire de l'Angola pour déstabiliser l'Issouba. De toute façon, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est établi. Il y a eu des enquêtes judiciaires qui sont passées en France pour corruption et rétrocommission, et il y a eu des dirigeants bien connus de Elf, dont le PDG Loïc Lefranc-Prigent, André Tarolo, qu'on surnommait le Monsieur Afrique, Alfred Sylvain, qui avait été mis en prison. Ici, on a une absence de gouvernement inclusif, des institutions fragiles et contestées, et c'est le recours des armes pour régler les différends politiques, que ce soit dans le pool, il y a de la corruption. Les crises armées successives affaiblissent l'État. Et la CIAC a essayé, avec notamment l'implication du Gabon, à jouer un rôle dans les médiations, notamment en 1996. Mais la réalité, et j'insiste beaucoup parce que j'insiste sur les États, c'est que ces communautés économiques régionales dont l'objectif initial était l'intégration économique et qui maintenant qui ont pris un volet politique, elles devraient plutôt faire pression pour des réformes institutionnelles sincères. Pas ce qui s'est passé avec la Constitution de 2015 qui a surtout servi à prolonger le pouvoir de Sassou. Ces CR doivent aider à construire un État inclusif, renforcer la légitimité des institutions et diversifier l'économie. On va passer au Tchad. Là aussi, quand on regarde le tableau, en 60, c'est l'indépendance. Le Tchad hérite d'un État faible et des frontières artificielles. Vous savez, la question des frontières a été bien développée par Yves Lacoste, notamment dans son ouvrage des frontières, où des communautés entières ont été coupées, où des États ont été créés artificiellement. Vous savez, à un certain moment, la France a voulu faire une jonction Dakar horizontale Dakar-Djibouti, pendant que les Anglais voulaient faire une jonction Le Cap. Ça a abouti avec l'épisode de Fashada au Soudan, où le capitaine Marchand a failli s'en prendre aux troupes anglaises. Finalement, la France a reculé. Les puissances se sont regroupées, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, pour négocier. Et c'est dans ces conditions que le Tchad est allé aux indépendances. Le premier président, Tombalba, il fait face à une révolte des populations dès le début, notamment les populations du Nord à majorité musulmane. Il sollicite l'aide des troupes françaises. Il sera malheureusement assassiné en 1975, remplacé par le général Félix Soumaroum, qui lui-même fait face à une rébellion, celui de Ngoukouni Wedei, et suite à la première bataille de N'Djamena, Ngoukouni devient président de la République et il s'est labré son ministre de la Défense. En 80, c'est la deuxième bataille de N'Djamena. Ngoukouni évince son ministre de la Défense, il s'est labré avec l'aide de la Libye. C'est le temps où les relations entre le Tchad et la Libye étaient vraiment au top. Les troupes tchadiennes étaient jusqu'à N'Djamena, ce qui heurtait la population. Finalement, les populations ont fait beaucoup pression pour que les Tchadiens se retirent de ce risque de la. Ce n'est qu'en 82 que Ngoukouni sera évincé par Hissène Habré, qui dut faire appel à la France. Et en 87, on se rappelle cette fameuse guerre de Toyota, une contre-offensive des troupes tchadiennes sur la Libye, qui est obligé de retirer ses troupes, à l'exception de la bande d'Aouzou, qui ne fut restituée qu'en 1994. Donc, c'est à partir de 90, Hissène Habré, un Goran, donc, est chassé du pouvoir, il est remplacé par un Zagawa, donc Idriss Déby, qui lui-même meurt en 2021 à la suite d'une autre rébellion, le FAT, qui est venu du sud de la Libye. Donc, il a été tué. Aujourd'hui, c'est son fils qui est là. Donc, en même temps, le Tchad est confronté au terrorisme, donc depuis 2015, avec Boko Haram, qui deviendra la JAS, la Jamaat al-Soudan, et aussi le Tchad est confronté à la province de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui agit surtout dans le bassin du lac Tchad. Ici, quand on regarde les facteurs, c'est des pouvoirs autoritaires concentrés entre les mains d'une élite, souvent liés à une région ou une ethnie, que ce soit Toubou, Zagawa, Arab, Goran, aussi des tribus du sud comme les Sahara, les Bey et les Gaba. Il y a un déficit de légitimité politique. Les institutions démocratiques existent, il y a une constitution, il y a une assemblée nationale, une justice, mais ces institutions restent faibles et instrumentales. On a des coups d'État récurrents, 75, 79, 82, etc. Une militarisation de la vie politique. L'armée est en même temps acteur de sécurité et pilier du régime. Il n'y a pas de contrôle civil.
Les institutions sont fragiles, incapables de réguler les tensions ethniques, sociales et régionales. Il y a une dépendance de régime vis-à-vis de l'armée et des alliances tribales, ce qui alimente les révoltes et les défiances. Et le régime, chaque fois, justifie son autoritarisme par la nécessité de sécuriser le pays. Il y a bien entendu des facteurs socio-économiques, puisque les rébellions, le terrorisme usent l'État et les ressources politiques sont orientées vers la guerre. Ça a des conséquences sur la pauvreté, les ressources tribales mobilisées par des entrepreneurs politiques pour contrôler le pouvoir et s'accaparer des richesses. Les facteurs géopolitiques, il y en a beaucoup. La guerre du Darfour, qui d'abord au Tchad, avec une circulation de réfugiés, de groupes armés, d'armes, l'instabilité en Libye, qui a des conséquences au Tchad, en RCA. Il y a les ingérences de la France, etc., etc. Il y a certains que j'ai déjà cités, comme celui de Libye et la Libye. C'est une situation qui pose problème. Et pour ce qui est des pistes de solution, la CIAC a servi de cadre de plusieurs négociations de paix entre 1990 et 2000 lors des rébellions armées menaçant N'Djamena. Mais le Tchad, qui est une puissance au sein de la CIAC, a surtout utilisé, le Tchad a surtout utilisé sa puissance et sa position au sein de la CIAC pour justifier ses interventions militaires comme en RCA. Or, tant que la gouvernance sera néopatrimoniale et exclusive au Tchad, l'insécurité continuera d'alimenter la fragilité institutionnelle. La CIAC, pour moi, devrait jouer un rôle dans la consolidation de la démocratie. Et pas n'importe quelle démocratie, là, je veux parler de la démocratie substantive, le renforcement de l'état de droit, la mise en place d'institutions fortes capables d'assurer des missions régaliennes. Pour le cas de la RDC, l'État congolais, héritage belge, là aussi est faible, centralisé, peu implanté dans les périphéries, avec des crises politiques. Déjà, au lendemain des indépendances, on a eu les sécessions du Katanga avec Moïse Tchombe, celui du Sud Kassai avec Kalunji. Donc, dès le début, l'ONU est intervenue au Congo, il y avait, je crois, même des troupes sénégalaises. Mais le secrétaire général de l'époque, qui est mort dans un accident d'avion, Dark Amar Joyce, refuse d'utiliser les casques bleus pour combattre les sécessionnistes. Donc, cela amène le premier ministre Lumumba, il est resté premier ministre que 4 mois, on s'en souvient encore, demande l'intervention de l'Union soviétique qui envoie ses conseillers militaires. C'était le terme utilisé à l'époque. L'intervention soviétique aboutit à un désaccord avec le président. Lui, il n'était que premier ministre, il y avait le président Joseph Kasavubu qui était détenu Bakongo. Mobutu, qui est le chef d'état-major, fait un coup d'État, expulse les soviétiques qui sont recueillis à l'Est, bien entendu avec l'aide des puissances occidentales, et ces soviétiques sont retenus, sont accueillis par le gouvernement rival qui s'était fait à l'Est avec Antoine Ginsega. Il y a eu une intervention occidentale pour chasser les soviétiques de la RDC. Donc, Lumumba est assassiné finalement en 1961. Il y a eu Mobutu, dès lors, décide la reconquête du Katanga et du Sud. Il réussit et il va renverser Kasavubu, qui était en fait un biche et s'emparer du pouvoir. Il met en place un régime autoritaire de 65 en 97, où il y a une centralisation du pouvoir, une personnalisation du régime, de la corruption. Et on se rappelle, dans cette période, il a essayé peut-être de gagner les esprits en mettant en place le mouvement d'authenticité. On a changé le nom du pays en Zaïre. On a changé le nom des individus. Et Joseph Mobutu est devenu Mobutu Sese Seko Kazama. Donc, il y a eu des institutions qui ont été vidées de toute leur substance. C'est dans ces conditions que Laurent Kabila a mené à Kinshasa. Il sera à son tour assassiné, remplacé par son fils. Finalement, il y a eu des élections qui se sont passées, souvent contestées, et aujourd'hui, on a félicité. Chaque transition se fait dans la crise sans consensus national solide. Et aujourd'hui, l'Est est sous la coupe du M23 avec l'appui du Rwanda. Donc, il y a eu un déploiement de la force, il y a eu des interventions et des initiatives régionales en RDC, notamment le déploiement de la force de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, donc qui a été la première force mise en place, notamment qui était commandée par le Kenya. Sa mission était de soutenir la MONUSCO et encadrer, donc la MONUSCO, une mission de l'ONU, encadrer le retrait des groupes armés.
Bon, il sera critiqué, notamment pour son inefficacité face au M23. Après son retrait, là, c'est la communauté de l'Afrique australe, la SADC, donc qui intervient, qui met en place une force, la SAMIDRC. Mais là également, échec. Et le retrait qui est prévu en 2025. Donc, les violences continuent avec le M23, qui est soutenu par le Rwanda, notamment dans les fermes proches du parc de Kirunga. Donc, il y a des initiatives diplomatiques multilatérales et régionales qui ont été menées, notamment le processus de Luanda. Donc, j'étais en Guinée équatoriale lorsque l'Union africaine a décidé de prendre Chao Lamine comme son champion. Et il y a eu un cadre de médiation, mais c'était surtout entre la RDC et le Rwanda. Il y a un deuxième processus qui était en cours, celui de Nairobi, qui visait une négociation interne entre groupes armés. Sachez qu'il y a plus de 100 groupes armés. Aujourd'hui, ces deux pistes qui sont pilotées par l'Angola et le Kenya sous l'égide de l'Union africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC, ces deux processus sont fusionnés en une médiation avec l'utilisation de 5 anciens chefs d'État facilitateurs sous la présidence togolaise. Mais il y a eu aussi la médiation du Qatar qui a, entre RDC et M23 qui a abouti à une déclaration de principe de Doha. Il y a eu les accords de Washington, donc qui ont consacré le retrait des troupes, désarmement des milices, retour des réfugiés, mais derrière, tout le monde le sait que Trump est plus intéressé par la question du terrain. Les Européens sont à l'affût. Ils ont créé un groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, l'ICG. Quand on regarde les facteurs, c'est les mêmes qui reviennent. Contestation permanente de l'autorité centrale, fragilité des institutions, un pouvoir longtemps illégitime, des institutions incapables d'imposer l'autorité dans l'ensemble du pays, notamment à l'Est, le Nord Kivu, le Kivu, le Sud Kivu, une armée nationale mal équipée, infiltrée parfois par d'anciens rebelles, la présence de plus de 100 groupes armés, notamment les FDR qui sont des Hutus rwandais qui sont venus après le génocide au Congo, la Codeco qui est une milice qui soutient le gouvernement, le M23 qui est un groupe armé soutenu par le Rwanda, les ADF qui sont des groupes donc terroristes affiliés à l'État islamique, les nombreux groupes Maïmaï, sans compter les Banyans Moulengue, qui sont des Tutsis congolais et qui jouent un rôle dans la construction des violences. Il y a bien entendu des conflits communautaires, notamment entre éleveurs et agriculteurs, les Emma et les Lulou, dans l'Ituri, des conflits fonciers dans le Kassai avec le chef coutumier Kamina Sapou, et puis, bon, c'est le terrorisme dont on a parlé. En RDC, justice et gouvernement local, gouvernance locale sont trop faibles pour réguler les tensions. Il y a des facteurs économiques que tout le monde connaît, les richesses minières, les terres rares. Mais malgré tout ça, les populations sont pauvres. L'économie est accaparée par des élites, des acteurs armés, des multinationales, des pays par des puissances. Et cela aboutit à des conséquences humanitaires. Plus de 6 millions de personnes déplacées. Et on sait aujourd'hui que le RDC est au cœur du problème. Bien entendu, on pense toujours aux communautés économiques régionales qui arrivent toujours d'ailleurs en réaction et qui ne font que colmater. Mais nous pensons que les solutions doivent être plutôt internes, notamment la mise en œuvre des réformes du secteur de sécurité. Le ministre de la Défense l'avait annoncé l'année dernière, avec un objectif de porter les effectifs à 500 000 hommes, multiplié par 5, les services militaires contractuels, une loi de programmation militaire, organiser des élections justes, libres, transparentes et inclusives, c'est une gage de paix, renforcer le secteur de la justice, mieux gérer les ressources minières pour prendre en compte les besoins de base des populations, impliquer les populations dans la gestion de la sécurité. Nous allons maintenant parler du Soudan. Donc, au Soudan, c'est une succession de guerres civiles, de coups d'État, de crises humanitaires depuis l'indépendance qui empêchent la formation d'un État stable et légitime. Le contexte, c'est le régime islamiste de Gafar Mehdi, donc, dès le début, le clivage qu'il y a eu entre le nord musulman et le sud chrétien. Donc, le sud s'organise et crée un mouvement, même une armée de libération, c'est l'armée populaire de libération du Soudan avec John Garang. L'État incapable de contrôler le Darfour, le Kordofan et finalement,
il y a eu la dictature du président Béchir, qui est venu, qui a, avec beaucoup de violations des droits de l'homme, qui a tenté de contrôler le Soudan, ce qu'il n'a pas réussi. Il y a eu les accords de paix en 2005 avec John Garang, et qui prévoyait d'ailleurs ces accords qui signés à Nairobi, qui prévoyait 6 ans d'autonomie et un référendum d'autodétermination à l'issue. Donc, un mois plus tard, John Garang meurt dans un accident d'avion et finalement, cela amène des émeutes. Malgré cela, il y aura un référendum en 2011 et l'indépendance du Soudan. Cette indépendance entraîne une perte de 85% de la masse de la manne pétrolière, une crise économique. Le Soudan est sous programme d'ajustement structurel du FMI et finalement, Béchir a été remplacé. Mais la transition post-Béchir en 2000 a été très mal menée entre acteurs civils et militaires, notamment entre les militaires qui étaient au pouvoir et le premier ministre civil Abdallah Hamdok. Alors qu'un plan de transition vers un régime civil était sur le point d'aboutir grâce à la médiation internationale, dans laquelle tout le monde s'y est vu, il y a eu un effondrement des institutions avec la guerre déclenchée en avril 2003 entre l'armée soudanaise du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Kennedy. Donc, une insécurité généralisée, famine, déplacement de population. La capitale elle-même a été déplacée à Port-Soudan. Il y a une criminalité transfrontalière et une fragilité des institutions qui alimentent l'insécurité. Donc, l'absence des structures étatiques solides ouvre la voie aux milices, aux guerres civiles. L'insécurité détruit davantage l'État et chaque tentative de transition démocratique est brisée par un cycle de violence. L'IGAD, l'UA, l'ONU, les puissances régionales comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats ont été engagés dans la crise. Mais il faut reconnaître que certaines puissances sont en même temps aussi actrices dans la crise. La Somalie, c'est le dernier État que je vais évoquer. Donc là aussi, le contexte, c'est le coup d'État de Siad Barre en 69, après l'assassinat du président Ali Sharman par son garde du corps. Donc il met en place un régime autoritaire, se réclamant du socialisme scientifique. Il favorise son clan, comme d'habitude, les Maréchans et ses alliés de l'Ogaden et du Dalwar. Il était soutenu par l'Union soviétique jusqu'en 1977. Et en 1977, il opère un revirement vers les États-Unis. Et peut-être fort de ce soutien, il croit qu'il peut déclencher donc la guerre d'Ogaden. Donc en 1977-78 contre l'Éthiopie pour annexer cette région. Donc l'URSS et Cuba interviennent aux côtés de l'Éthiopie et barrent les défis. Donc c'est le début des révoltes, des clans. Donc il y a des mouvements qui ont été créés, dont le plus connu, c'est le USC de Mohamed Farah Aidid et de Ali Mahdi Mohamed. Les deux arrivent à Mogadiscio, ils s'affrontent et finalement, il y a un effondrement de l'État. Euh, Barré se réfugie au Nigeria, il y a des milices, des seigneurs de la guerre, des islamistes qui se partagent le pays. Bush, le président Bush, lance en 92 l'opération Restaurant avec 37 000 soldats. Donc, vous avez suivi ce qui s'est passé, les affrontements avec Farah Aidid et l'épisode de ce Blackpool qui a chuté, et puis avec les 18 soldats américains qui ont été traînés dans les rues. Et cela a choqué les Américains qui décident de se retirer de la Somalie. Et Bill Clinton, c'est lui qui a décidé un retrait graduel en 80. Ce sera aussi le retrait de l'ONUSOM 2 qui avait été mis en place en 95 et la Somalie devient sans État central. Finalement, dans les affrontements entre groupes, Farah Aidid est mortellement blessé, son fils le remplace. Il y a eu des médiations de l'IGAD entre 97 et 2000, des conférences de réconciliation en Djibouti, et on a mis en place un gouvernement national de transition à distance. À partir de 2000, Al-Shabaab s'impose et devient la principale menace des attentats un peu partout, une guérilla urbaine. Et depuis quelque temps, on a senti aussi l'émergence de l'État islamique dans la région du Puntland. Donc, il y a une légère amélioration depuis 2022 avec l'avènement du président Hassan Sheikh Mahmoud qui a régné jusqu'en 2017 et qui est revenu au pouvoir. Il a opéré un changement au niveau du renseignement,
des réformes dans l'armée, il a gelé le compte Al-Shabaab. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine, OSOM, qui est en train de se mettre en place avec justement des difficultés de financement puisque les États-Unis ne veulent pas financer. Les facteurs déterminants, ici c'est un gouvernement fédéral qui a un contrôle limité sur les territoires, notamment les périphéries, Somaliland, Puntland, Jubaland sont largement autonomes, des difficultés de construction nationale, des conflits de camps, corruption, détournement international, dépendance vis-à-vis de l'extérieur, une présence de l'État central a laissé un vide, et une absence de l'État central a laissé un vide exploité par Al-Shabaab. On a des rivalités claniques, l'insécurité permanente. Voilà, l'AMISOM a essayé, c'est devenu ATMIS. Bon, aujourd'hui, on cherche avec OSOM. Donc, les médiations, les communautés n'ont jamais laissé lâcher le Soudan, malgré le danger. Et je crois que ces missions ont payé un lourd prix à un certain moment du fait de l'attaque des, des djihadistes. Il y a quand même un soutien international des États-Unis qui fait de temps en temps des frappes de front sur le leader Al-Shabaab et Turquie qui aide à former l'armée somalienne. Donc, si on regarde ces communautés économiques de l'Afrique orientale, de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe, on se rend compte, j'ai essayé de vous faire sur ce tableau des compositions de ces communautés, que ce soit la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CAE, la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, la SADC. Il y a des pays qui font partie de plusieurs communautés. C'est difficile de faire une cartographie. Et ces communautés, ces CR, qui sont censées promouvoir la sécurité collective et l'intégration nationale, elles souffrent souvent de la fragilité des États membres, du manque de moyens et des rivalités géopolitiques internes. Elles agissent en réaction, les médiations et maintiennent la paix, mais restent incapables de briser le cercle vicieux fragilité et sécurité. En plus, il y a une concurrence des serres, il y a un problème de coordination qui contrarie les efforts de pays, d'abord entre serres, aussi entre les serres, le comité économique régional et l'Union africaine, notamment des questions d'interprétation du principe de subsidiarité dans les règlements de conflits. Maintenant, on va étudier les deux bassins de crise que nous avons. Le plus important, le bassin de crise du lac Tchad et celui de l'Afrique de l'Ouest. Pour celui de lac Tchad, c'est le Nigeria, le Tchad, le Cameroun. Le contexte, on le sait, c'était l'exécution de l'imam Youssouf depuis 2009, Boko Haram, donc du temps de Shekau, qui est devenu la menace majeure, qui est devenue la Damat Ahmousoula. Puis il y a eu la scission vers 2016 avec l'Islam. Et aujourd'hui, Boko Haram, la JAS, a deux tendances. La tendance Ali Gouldé, qui est très actif dans le monde mandarin au Nigeria et à l'extrême nord du Kaboul. Une autre tendance, celle de Bakura Modou, Bakura Boudouba, qui évolue dans les rives de la Tchad. D'ailleurs, on l'a annoncé décédé il y a 2 semaines, on attend des preuves de cela. Ce qui est sûr, c'est que l'ISWAP, en anglais, qui est la province de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, évolue dans les États du Yobe, du Borno, attaque souvent les forces de défense et de sécurité, mais aussi au Niger, dans la région de Difa, et au Tchad, c'est eux qui avaient fait l'attaque de l'île de Bakaram, qui officiellement avait fait 40 morts contre Tchadiens, et qui avait nécessité une grande opération dirigée par le président tchadien, Limon Askanité. Au total, on dit qu'il y a 692 victimes en 2004. Donc là, quand on analyse les facteurs, c'est toujours les mêmes facteurs qu'on a vus dans les États-Unis, qu'on voit dans les bassins de crise, notamment du lac Tchad. Fragilité institutionnelle des États, avec déficit démocratique. Donc une gouvernance limitée, incapable de contrôler pleinement les territoires, détournement des budgets de défense, manque de confiance, population, autorité. Bon, détournement des budgets de défense, on en a parlé, l'État a pris des dispositions au Nigeria, défaut de services publics de base. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le terrorisme, c'est un mode d'action qui vise par la terreur et la contrainte à imposer un modèle alternatif de société. Il triomphe plus facilement lorsque le modèle politique qu'il cherche à remplacer est contesté. Souvent, on a un régime néo-patrimonial, j'utilise le terme de Jean-François Bayard, corruption, faille dans la redistribution des richesses, et les terroristes se comportent en acteurs politiques.
Je parle d'acteurs politiques, en entrepreneurs politiques, au sens de Schumpeter, c'est-à-dire contrôler les territoires à des fins de profit monétaire. Et il y a des facteurs géopolitiques, des rivalités avec les États, des enjeux économiques de contrôle du territoire, des problèmes religieux, nord-sud. Les CR ont essayé d'aider. Les États se sont organisés. Il y a eu la force multinationale mixte qui a été créée en 2015 et qui a, avec beaucoup de succès, mais qui manque de moyens. Au plan interne, les États ont tenté de répondre, comme au Nigeria avec l'opération Abikaï, au Tchad, où on a fait des interventions au Niger et au Cameroun. Il y a des programmes de déradicalisation au Nigeria, Safe Corridor. On a mis en place des comités de vigilance civile et qui posent des problèmes de droits de l'homme. Le défi, c'est le financement, toujours de la guerre des opérations. Ça, les États ont ce défi, et les CR ont ce défi, et les CR aussi ont en plus le défi de rivalité entre les États, les faiblesses des États de l'État de droit, etc., etc. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, donc, ce qu'on constate, c'est une insécurité croissante avec la contagion du terrorisme. Le Mali, donc, est l'épicentre. Vous savez, l'Algérie, après la décennie noire, a bouté le terroriste au Mali. Il y a la Libye qui a joué un rôle puisque les Touaregs qui s'étaient rendus à Libye sont rentrés avec armes et bagages. Donc, et les rébellions Touaregs ont causé une certaine vulnérabilité au Mali. Donc, à la chute de Kadhafi, ces rebelles, et puis les terroristes sont descendus. Ils ont trouvé le GSPC qui était depuis 2003, qui est devenu AFNI, et ils ont tenté de faire une progression vers le sud. Finalement, avec l'aide de la France, donc il y a eu l'opération Serval qui les a arrêtés, et les terroristes ont opté pour l'évitement, ce qui explique que malgré l'opération Barkhane qui avait été mise en place par la suite, on n'a pas pu arrêter la progression des terroristes qui sont allés, qui étaient au nord du Mali, qui sont tendus vers le centre, qui ont profité des conflits communautaires. Donc, puis, vers 2017, ils se sont mis ensemble. On a créé le groupe de soutien à l'islam, aux musulmans, qui a regroupé la Katibat Masida, AFNI, etc. Et à l'Est, il y a eu un autre groupe, l'État islamique du Grand Sahara, notamment dans la région de Manapa. Ils ont mené des attaques, notamment à Bamako, avec le Radisson, le bar La Terrasse. Ils ont cherché une expansion vers le bassin saharo-saharien, au Burkina et au Niger, avec d'autres groupes qui sont mis en place, Ansarul Islam, et le groupe Lakurawa. Ce dernier groupe, c'est celui qui est en train de faire aujourd'hui la jonction entre le bassin de lac Tchad et le bassin saharien, qui est le groupe Aoussa. Il y a eu une expansion vers les régions de Ségou, Koulikoro et Sukaso, une contagion des pays du golfe de Guinée, notamment Bénin et Togo. Là, c'est autour du parc Koué et du Père-Djari. Et en Côte d'Ivoire, on a suivi avec les attaques de Kafolo 1 et 2. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une progression vers les pays côtiers, Sénégal, Mauritanie et Guinée. Ils ne sont pas encore arrivés, mais c'est possible. Il y a des conflits communautaires, Peul Dogon, notamment dans le centre, Peul Touareg, on retrouve ça dans la région de Menaka avec les Touaregs d'Aoussak et Imgat qui se sont regroupés et qui attaquent souvent le IGS qui est constitué à 90% de Peul. Il y a les questions intra-soninké, notamment l'esclavage par ascendance qui se passe à l'ouest du Mali, dans la région du Tombouctou avec le conflit du Lernep entre les Lafiches et les Toubous, etc. Mais cette conflictualité qu'on voit souvent entre agriculteurs et éleveurs qu'on appelle une crise du pastoralisme, on pourra développer là-dessus. On retrouve ça au Mali, on retrouve ça dans le Middle Belt du Nigeria, l'État du Bénin, du Plateau, le Niger et Taraba. C'est surtout des compétitions entre modes de production opposés. Ce qui fait que, par exemple, quand vous allez au Mali, à un certain moment, il y a une compétition entre pêcheurs transhumants et pêcheurs sédentaires, donc notamment vers la route du poisson. Il y a aussi des erreurs des États qui souvent ont sous-traité la sécurité à des groupes armés pour faire face à d'autres groupes armés, donc qui sont aussi organisés sur des bases tribales. L'Afrique de l'Ouest connaît aussi des rébellions, des séparatismes comme le MFDC au Sénégal ou les forces de libération de Mazawat. La criminalité transfrontalière. Une fragilité institutionnelle avec des États incapables de contrôler les territoires, notamment les États de l'AES. Deux d'entre eux ont plus d'1 million de kilomètres carrés. Des institutions contestées, des fraudes électorales, déficit démocratique avec des changements constitutionnels. On parle du 4e mandat en Côte d'Ivoire, la Guinée sous Alpha Condé, 3e mandat,
des modifications de constitution au Togo, des problèmes de limite de mandat. Ça, c'est des problèmes que les communautés économiques régionales doivent adresser. On s'adresse souvent au coup d'État, comme on en a vu au Mali, au Burkina, au Niger. Et il y a aussi d'autres facteurs de déstabilisation qui sont les changements, les modifications de constitution. On doit combattre aussi la corruption, la gouvernance de patrimoniale, justement des populations, et aussi la faible capacité des armées, la politisation des forces de défense et de sécurité, etc., etc. Et une dépendance extérieure vis-à-vis de la sécurité. En Afrique de l'Ouest, certains ont opté pour la rupture par rapport au mode traditionnel de coopération, d'autres ont opté pour la continuité. Mais souvent, la dépendance, elle est là, qui reste. La CDAO éprouve de nombreuses difficultés pour opérationnaliser la force en attente et la force antiterroriste. Donc, les chefs d'état-major étaient à 2 semaines à des armées, donc, il y a 2 semaines à Abuja. Aujourd'hui, ils ont prévu d'opérationnaliser cette force en 2026. Espérons qu'ils arrivent à régler les problèmes de manque de volonté de politique, de dimensionnement de la force, qu'ils arrivent à avoir un mandat assez robuste. Et tout ça, ce n'est possible que si on arrive à faire les solutions donc, qu'on a ici en Afrique de l'Ouest, il faut régler la crise AES-CEDEAO, opérationnaliser cette force en attente dont je parlais, développer des capacités nationales, avoir une réconciliation nationale, profiter des fonds verts pour corriger les déséquilibres liés au changement climatique, notamment pour le bassin de la Tchad, renforcer la gouvernance, lutter contre la corruption, co-construire un partenariat équilibré vis-à-vis de l'extérieur, qu'on arrive à respecter la souveraineté des États. En conclusion, si on fait une analyse comparée, donc on voit qu'on a des points communs. C'est la fragilité institutionnelle. Je ne reviens pas dans les détails compte tenu du temps. Je sais qu'on a beaucoup, on en a parlé presque pour tous les pays, les complots de la légitimité, les États faibles, les acteurs parallèles, les milices, seigneurs de la guerre, la dépendance extérieure. C'est valable pour tous les conflits dont je vous ai parlé. Une insécurité chronique, je parlais de tous les groupes armés qui sont des centaines dans ces parties de l'Afrique, des violences communautaires, du terrorisme, des crises humanitaires, de l'économie de guerre. Donc, pour dire que, revenir à mon idée maîtresse, l'insécurité et la fragilité institutionnelle se coproduisent et s'auto-entretiennent. Et on est tenté de prendre une mentale gale, de dire que pour régler ces questions-là, il faut s'appuyer sur les serres. Moi, je crois que les serres viennent en appoint, mais c'est la réalité, c'est les États. Et pour moi, la solution, c'est la démocratie substantive. En effet, quand on regarde l'histoire et on observe les facteurs de stabilité des pays occidentaux, on est tenté de croire que c'est ça la réalité là-bas. Je sais qu'au moment de la victoire euh, des guerres médiques, donc Athènes sur les Perses, Athènes jouissait du système de gouvernement, d'un système de gouvernement si enviable qu'il continue aujourd'hui de représenter un idéal politique. Déjà des personnages très célèbres comme Solon qui faisait partie de cette sage de la Grèce, Christène, le père de la démocratie, Périclès, ont beaucoup œuvré pour ce système. Et aujourd'hui, il est admis qu'il y a un principe central en théorie de la paix, qui est inspiré d'ailleurs d'Emmanuel Kant, qui nous enseigne que deux démocraties ne se font pas la guerre. D'un autre côté, il faut quand même reconnaître qu'il y a des régimes autoritaires qui ont été parfois plus stables et moins fragiles institutionnellement que des démocraties. On peut partir, on a parlé de la Grèce, donc d'Athènes, mais aussi les cités grecques ont produit aussi un régime qui était à l'antipode de la démocratie, avec Sparte, et qui a d'ailleurs sauvé la Grèce lors de la première guerre médique. Donc l'Irak de Saddam Hussein était plus stable que ce qu'on a vu par la suite, après Saddam. La Libye de Kadhafi était plus stable que ce qu'on a aujourd'hui avec ses milices. Et par ailleurs, la géopolitique mondiale a changé, a été souvent guidée par des jeux de puissance à des fins d'accaparement de richesses. Dans l'histoire, on a vu le cas de Cyrus le Grand, donc qui a attaqué la Lydie, où il y avait le roi Crésus, où coulait la rivière Pactole, dont on disait qu'il y avait des paillettes d'or dans cette rivière. Et cela leur a donné la force de conquérir Babylone, de libérer les Juifs captifs. Je donne cette histoire parce que quand je regardais la dernière guerre entre l'Iran et Israël, donc je me suis rappelé qu'après la conquête de Babylone, donc c'est un Suisse, un Perse, un Iranien qui a libéré les Juifs captifs, qui les a ramenés à Jérusalem et qui a reconstruit leur temple. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le pétrole, le gaz, les terres rares
constitue, et ça, Achille Mbembe a beaucoup développé là-dessus, continue à déterminer des stratégies de sécurité mondiale au détriment des plus faibles. Actuellement, la réalité, c'est que la gouvernance mondiale, elle est manipulée. Et les CR subissent cela. Donc, la tentation pourrait être forte d'opter pour un modèle de rupture de coopération pour pactiser avec des puissances peu démocratiques dans l'optique de faire face au retour de la violence décomplexée, de cette violence qui est malmenée, comme je l'ai dit, par la gouvernance. Notre conviction est que les serfs et les États doivent travailler à l'avènement d'une démocratie substantive qui va au-delà des simples procédures électorales avec une garantie des droits fondamentaux, liberté, égalité, justice sociale, économie, une participation citoyenne, une qualité de gouvernance, état de droit, contrôle sur les formes de captation des richesses par des élites pour faire face à la politique de vente dont parlait Jean-François Bayard. Car l'État est fort et légitime. Quand l'État est fort et légitime, les tensions sont canalisées vers la justice, les institutions inclusives et les médiations. Quand l'État est faible, les communautés s'organisent elles-mêmes en clans, religions et ethnies. Et les compétitions pour le pouvoir et les ressources deviennent violentes. On a vu avec l'Irak, les sunnites, les chiites, Daesh, le Liban qui était fragile, les conséquences sur la guerre 75-90, le déclin de l'Empire ottoman, notamment avec les nationalismes balkaniques, les guerres ethniques et religieuses. Cela me mène à dire que les CR ne viennent qu'en renfort. La question se trouve au niveau des États et les États, les CR, doivent appuyer les États pour qu'ils en arrivent à la démocratie substantive. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Je remets la parole à Patience pour prendre d'éventuelles questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Général. Merci à vous pour ce tour d'horizon des crises sécuritaires qui émaillent l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Et vous nous avez fait un récapitulatif des interventions et des réactions des différentes communautés économiques et des États face à ces différentes crises. Et donc, nous passons au deuxième volet de ce séminaire. Donc, nous allons prendre les questions du chat. Je vais commencer par une question qui revient un peu sur ce que vous avez dit et qui va nous emmener à poser une réflexion sur l'origine de l'implication des communautés économiques régionales dans la gestion et la résolution des crises. Alors, vous rappelez les facteurs récurrents dans ces conflits, en particulier les faiblesses institutionnelles, mais pourquoi vouloir absolument impliquer les communautés économiques dans leur résolution? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce qui justifie leur intervention, alors que dans certains cas, leurs membres n'ont pas intérêt à ce que le conflit se termine? Et pour la troisième question, les communautés économiques régionales sont-elles les acteurs les plus pertinents pour résoudre les conflits? Le retrait des États de l'AES montre aussi que l'intervention des CER n'est pas systématiquement acceptée. Alors, on va procéder de façon progressive, si vous le permettez, Général. Oui, d'accord. Donc, je crois je préfère qu'on procède question par question. On va apporter des réponses au fur et à mesure. Ce ne D'accord. sera pas certainement dans l'ordre. Et puis, vous voudriez bien me rappeler s'il y a des questions que j'ignore. Donc, Mhm. est-ce que les CR, ce n'est pas dans l'ordre, c'est votre troisième question, sont les acteurs les plus pertinents? En fait, mon idée maîtresse, c'était de dire que les CR doivent venir en appoint des États. Quand j'ai fait exprès, ça a été un peu long, de vous parler sommairement des différentes crises. Et on sait qu'on ne peut pas compter sur l'extérieur. D'autant plus que les CR, à l'intérieur, ne parlent pas d'une seule et même voix. Souvent, il y a des puissances qui dominent les autres. Il y a des difficultés d'avoir un certain consensus pour pouvoir. Et les problèmes qu'il y a à régler, c'est d'abord des problèmes qui sont internes aux États, qui sont liés à la fragilité institutionnelle, qui sont liés à l'insécurité, qui sont liés à des facteurs endogènes et exogènes, finalement, qui la plupart du temps dépassent le CER. En plus, les mécanismes d'alerte précoce fonctionnent peu. Très souvent, les CR interviennent quand le problème est déjà grave. La presse en a parlé. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des déplacements de population et leurs moyens sont limités.
Et ils ont comme une martingale, c'est toujours la même chose, c'est des observateurs qui sont déclenchés, une force qui est là, mais la force n'est qu'un instrument. La force n'est qu'un instrument. Et cet instrument ne peut pas prendre en compte d'autres aspects qui interviennent. J'ai parlé des problèmes de dévolution du pouvoir, de la démocratie substantive, des problèmes de prédation, de captation des ressources par des élites, les luttes claniques. C'est des questions internes que les faire peuvent difficilement gérer et ils peuvent d'autant plus gérer ça difficilement que ces serres sont souvent, ces forces n'ont pas les moyens et les capacités coercitives pour arriver à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler de cette affaire AES euh, CDAO. Vous avez vu, la CDAO a essayé, au nom de principes qui étaient acceptés au départ quand on les mettait en place par tous les États. C'est le fameux protocole de 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, ce protocole qui interdit l'accession au pouvoir aux militaires, qui interdit les coups d'État, c'est quelque chose qui était admis. Mais quand il s'est agi d'appliquer les textes, effectivement, face à des coups d'État, il y a eu des réactions. Bon, c'est vrai que il y avait une certaine légitimité par rapport à certaines réactions. Parce qu'on a vu que d'une part, la CDAO a été pratiquement silencieuse quand il y a eu parfois des tripatouillages des constitutions. Elle n'a pas assez agi. Elle a laissé plus ou moins faire. Et quand il y a eu des coups d'État, elle a voulu aller au-delà même des sanctions qui ne touchaient majoritairement que les populations. Elle a voulu, même à un certain moment, organiser une force pour aller faire une intervention au Niger et remettre en place un régime. C'était difficile à faire parce que, bien entendu, la plupart des pays de la CEDEAO ont des ressortissants à l'intérieur du Niger. L'attaque aurait mis ces ressortissants dans des difficultés. On ne maîtrisait pas les rapports de force. On ne savait pas qui était avec le général Tchani, qui n'était pas. La communication était mauvaise parce qu'on avait donné l'impression que la CDAO allait s'attaquer au Niger et non au régime. Et même des Nigériens qui étaient contre initialement le coup d'État se sont dit, mais attends, si on doit défendre, on doit attaquer le Niger de l'intérieur, bien entendu, nous allons devoir réagir. Euh, Aujourd'hui, l'AS existe, puisque vous avez posé des questions là-dessus. Je crois que la CDAO doit essayer de voir comment trouver des solutions. Et je crois que c'est la solution qui a été proposée par John, le président Dramani. Comment faire pour reconnaître l'existence de l'AS qui est une existence de fait, mais que les organisations travaillent ensemble. À ce que je sache, au niveau de la CDAO, on a déjà eu l'Union du fleuve Malo qui est là et que ça n'empêche pas la CDAO de continuer à exister. Donc la CDAO, c'est beaucoup de réussite. Hein? La libre circulation des personnes et des biens, le système de financement qui est même plus élaboré que celui de l'Union africaine. Je crois que c'est 0,5% des droits de douane sur les produits importés pour la CDAO. Donc, ils ont une manne financière, ils peuvent faire quelque chose. Il y a eu des avancées. Je crois que c'est à maintenir. Aujourd'hui, de ce que j'en sais, je crois que l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que ces États puissent, malgré l'appartenance à l'AES, revenir au sein de la CDAO. Et peut-être l'acte qui a été posé pour cette force antiterroriste participe de ce sens-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question CDAO-AES ou bien il y a un autre aspect que je dois aborder. Il faut me dire. Vous avez répondu à la question générale, merci. Nous Et avons une autre. Oui. il y a une autre question que je n'avais pas bien notée, parce que Alors, vous en avez parmi, posé trois. exactement, je vais répondre. Donc, la Mhm. première question, c'était pourquoi vouloir absolument impliquer les communautés économiques régionales dans leur résolution, la résolution des conflits. La deuxième, c'était qu'est-ce qui justifie leur intervention alors que dans certains cas, leurs membres n'ont pas intérêt à ce que le conflit se termine. Oui. Pourquoi vouloir impliquer les communautés économiques régionales? Vous savez, en général, ces communautés, au départ, l'objectif était surtout l'intégration économique.
Après, on a Mhm. su qu'on ne peut pas s'arrêter à l'intégration économique. Il fallait stabiliser les États parce que sans la sécurité, c'est pas possible. Donc, les textes ont évolué. Je vous ai parlé du protocole de 2001. Des gens avaient déjà visé les objectifs de stabilité. Mais c'est sûr que quand dans un pays, dans un bassin de crise, il y a une crise qui se déclenche, il y a des communautés qui se battent, il y a des guerres civiles, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas laisser rester indifférents à cette crise. Surtout qu'il y a souvent des possibilités de spillover, c'est-à-dire que cette crise qui se déclenche quelque part finit par un effet de contagion à aller dans les autres pays. Aujourd'hui, on a ce terrorisme, je vous ai expliqué avec le terrorisme, comment c'est parti du septentrion malien et que ça, comme une tache d'huile, est en train de déborder sur toute l'Afrique de l'Ouest. C'est certain que si dès le départ, on avait cette force en attente été constituée, opérationnalisé, était en mesure d'aider les États, on réglerait plus le problème. Mais je reconnais que c'est très complexe parce que quand vous voyez ce qu'on appelle terrorisme, ce qui se passe au niveau de la région des trois frontières du Mali, ce qui se passe au niveau du centre du Mali, c'est très différent. Hein. Il y a des réalités qui sont très complexes, il y a des conflits communautaires, parfois il y a les conséquences de la sous-traitance de la sécurité à des groupes des milices qui finissent par opposer des communautés entre elles. Et je suis certain que les communautés économiques régionales, avant d'intervenir dans ces conflits, hésitent. Il y a bien entendu les rivalités entre les États qui sont là parce que les États sont parfois partie prenante de l'insécurité dans un autre État. Donc, pourquoi vouloir intervenir? Je crois que c'est assez important qu'ils s'impliquent. Et maintenant, il y a une discussion. Je crois que les communautés doivent agir pour l'intérêt des peuples, non ce qu'on leur accuse souvent être un club de chefs d'État et ne pas voir les intérêts des peuples. Ça questionne les sanctions. Il faudra les analyser, voir est-ce que les sanctions qui sont données sont voilà les sanctions qu'il faut, etc. Ou non. Patience, oui. Oui, merci, Général. Votre réponse me fait naître une autre question. C'est par rapport à la crise en RDC, à l'est de la RDC. Mhm. Euh, L'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine et la force en attente se base sur deux CER, notamment la CEAC et en tout cas sur deux CER et Ça dépend. la SADC exactement. Euh, Pourquoi est-ce que l'Union africaine a laissé la communauté des États d'Afrique de l'Est intervenir à l'est de la RDC? Bon, je crois que le problème qui se pose, c'est les rivalités internes. Quand vous voyez, par exemple, la construction de ces communautés, vous avez le Rwanda qui est à l'intérieur de plusieurs communautés et qui est aussi acteur dans cette crise. Il y a eu, disons, l'ONU qui a eu à sortir des rapports et qui ont prouvé que le Rwanda est acteur. Euh, la RDC aussi fait partie de plusieurs de ces communautés. On a d'abord utiliser la solution de la CIAC, c'est le RDC qui a dénoncé l'inefficacité de la mission qui a été mise en place par la CIAC. Finalement, la SADC est venue avec sa mission. Là aussi, on a dit que cette mission n'est pas efficace. Moi, je crois que l'intervention de toutes ces communautés, c'est parce que quand on voit les serres, la manière dont ils sont constitués, déjà pour faire leur cartographie, c'est pas seulement géographique, les critères d'adhésion, on voit des États qui sont dans plusieurs communautés et ces communautés rivalisent souvent entre elles. C'est ce que j'ai posé comme dans notre étude, cette rivalité qu'il y a, cette question même de subsidiarité entre les serres et l'Union africaine, ce n'est pas souvent très clair, qui fait qu'en général, on a plusieurs disons, processus qui viennent ensemble. Par exemple, je trouvais que c'est très intéressant à un certain moment de fusionner le processus de Rwanda et celui de Nairobi. Parce qu'on avait deux processus, on s'est rendu compte que c'est les deux faces d'une même médaille. On a beau régler la question des groupes armés, si on n'a pas réglé la question du Rwanda,
et de la RDC que voulait régler donc le président, du moins le président João Lorenzo, ça ne marchera pas. On a décidé de fusionner les deux processus. Moi, je crois qu'à un certain moment, l'Union africaine doit prendre le lead. Quand, par exemple, on se rend compte que les communautés régionales ont beaucoup de difficultés, l'Union africaine doit prendre le lead, essayer de fusionner les efforts, hein, qu'on n'ait pas une multiplication des efforts. Et aussi, je crois que aussi l'intervention de la communauté internationale est importante parce qu'on a vu que Washington voilà, a réussi en peu de temps à faire quelque chose, même si ils n'ont pas obtenu la paix définitivement. Mhm. Très bien. Avant de continuer avec les interventions et les questions du chat, euh, au regard de la nouvelle configuration des relations internationales actuelles et des nouvelles dynamiques qui naissent en Afrique, est-ce que vous pensez que l'architecture de paix et de sécurité, que ce soit de l'Union africaine et des communautés économiques régionales, soit encore adaptée pour faire face aux crises et aux nouvelles dynamiques qui prennent le jour actuellement? Moi, je crois que l'APSA est adapté, mais je crois qu'il ne faut pas donner à l'APSA plus que qu'elle ne peut offrir. Je crois que les efforts doivent venir, c'est mon point de vue, d'abord des États. Les efforts doivent venir des États eux-mêmes. J'ai fait exprès de développer les contextes de toutes ces crises, de développer les facteurs. Quand vous regardez ces facteurs et ces contextes, vous voyez que les États ont beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe. Ces facteurs politiques, les facteurs économiques, les facteurs sociaux. Si on arrive à régler ça, notamment par cette démocratie substantive dont je parle, on aura avancé. L'APSA, l'architecture est là pour aider. Elle ne doit pas se substituer à ces États. Quand on voit toutes ces crises, je crois que le problème, c'est pas de réformer tout le temps. On va refonder le LAPSA, on va, mais elle ne pourra jamais régler le problème tant que les États vont avoir ces facteurs de crise. Parce que la plupart de ces crises, c'est des crises internes d'abord, qui débordent sur des États. Il y a des États qui ont des convoitises parfois sur des richesses, qui veulent s'impliquer sur ça. Ce n'est pas une architecture qui va régler ces problèmes. C'est à l'intérieur des États et peut-être avoir, une fois qu'on a mis en place une force, donner à cette force un mandat beaucoup plus robuste et accepter de les financer. Parce que la question qui se pose, c'est toujours la question du financement pérenne et durable. On peut avoir un pays qui décide, bon, d'accord, je vais donner tant, mais est-ce que ça va être durable? Et quand vous maintenez des troupes, vous les envoyez en mission, la question, c'est la durée parce que c'est des missions qui peuvent prendre 10 ans, 15 ans. Qui va les financer? Surtout que les régimes peuvent être appelés à changer. On peut avoir le principal bailleur qui était là et il y a eu des changements au sein de ces pays. Et il y a des options nouvelles qui sont prises. Hein, et finalement, voilà, la gouvernance mondiale en prend, la gouvernance africaine, la gouvernance mondiale en prend un coup. L'Union africaine doit régler, je crois, j'en ai parlé un peu, la question de son financement. Il y a des propositions qui sont faites avec, je crois, l'ancien président de la BAD, donc l'ancien président nigérian. Donc, il faut qu'on en arrive là, qu'il y ait et qu'on ne soit pas trop dépendant des Nations Unies, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance mondiale a changé. Je parle de cette gouvernance mondiale malvenue depuis l'arrivée de Trump, qui refuse maintenant voilà, que les États-Unis financent. Et l'ONU va être de plus en plus bridée. Donc, c'est mon point de vue. On a beau changer l'architecture, je crois que ce qu'il faut changer dedans, c'est les questions de financement. Voilà. Exactement. Le financement, comme on dit dans le langage populaire, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et Voilà. lorsque les institutions sont totalement dépendantes du financement extérieur, elles ne sont pas libres dans leur politique et de leur action. Donc, pour renchérir sur cette question, il y a une intervention dans le chat de l'une de nos participantes, Rabiata Diallo, qui dit, vous avez parlé de gouvernance inclusive des États faibles qui devient de plus en plus exposée.
aux menaces sécuritaires et qui font face par conséquent à des crises qui affaiblissent de plus en plus ces structures. Si les CER sont réellement impliqués dans la résolution de ces conflits, comment peuvent-elles renforcer une gouvernance inclusive dans ces États fragiles, RDC, Tchad, Soudan? Moi, je crois que dans ces CR, il y a souvent des mécanismes d'alerte précoce. Mhm. Il faut que ces mécanismes soient opérationnels. Par exemple, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, tous les pays n'ont pas encore opérationnalisé ces mécanismes d'alerte précoce. Les mécanismes d'alerte précoce doivent être en liaison avec les CR. Il y a déjà une unité d'alerte précoce qui se trouve au niveau de la CEDEAO. Au niveau de l'Union africaine, avec la CIU, il y a une unité d'alerte précoce. Les gens doivent être alertés bien avant que la crise ne se déclenche. Et maintenant, les Sahel peuvent prendre des missions pour que des élections puissent être transparentes, inclusives, que ce soit des élections acceptées par tout le monde. Mais si on laisse faire, il y a des changements de constitution qui se font. Les Sahel, l'Union africaine, tout le monde se tait jusqu'à ce que la crise se déclenche. En ce temps-là, c'est parce que trop tard, on vient en réaction. Mais si, en amont, on arrive à contrôler, à éviter les dérives, même parfois à mettre des sanctions qui ne plairont pas, cela amènera à avoir des processus électoraux qui soient normaux, régler les questions de justice, parce que c'est un pilier important. Je cite le cas du Sénégal. L'année dernière, la justice a joué un grand rôle dans la stabilisation du pays, dans le processus électoral qui a permis l'arrivée de notre régime. Je crois que si la justice joue son rôle, les Sahel peuvent renforcer les capacités de justice de leur pays, ils peuvent aider à renforcer les capacités des armées, notamment au niveau du leadership militaire, faire comprendre à certains qui n'ont pas pour vocation d'aller arbitrer les litiges et les différents politiques, ils peuvent intervenir dans les dévolutions de pouvoir pour éviter certaines dérives, aider à avoir ces gouvernances exclusives et même intervenir quand il y a des conflits communautaires en amont. Et c'est là aussi le mécanisme d'alerte précoce. Merci beaucoup. Alors, nous avons deux autres questions. Quel est le rôle des changements climatiques? Quel rôle des changements climatiques ont pu jouer dans la survenance des conflits en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest? Et la deuxième question, quelle évaluation faites-vous des capacités des communautés économiques régionales à gérer les crises complexes que vous avez décrites? Voilà. Donc, le rôle des changements climatiques, c'est très important. Je crois que quand on observe ce qui se passe autour du fleuve Niger, on sent que ça a eu beaucoup d'impact sur les conflits communautaires, notamment cette crise du pastoralisme. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas réservé du couloir de transhumance. Il y a eu des questions avec le foncier et cela a déclenché des crises. Aujourd'hui, le fleuve Niger perd de l'eau. Moi, j'étais commandant de secteur à Gao, dans la région de Gao-Menaka, les régions des trois frontières. Euh, à un certain moment, pendant l'été, il y a une véritable crise au niveau, disons, une tension hydrique au niveau du fleuve Niger, ce qui avait fait qu'à un certain moment, les Nations Unies étaient même accusées par les habitants de Gao de pomper toute l'eau des populations. Ils ont été obligés de construire à plusieurs centaines de millions de francs des forages pour être autonomes et ne pas dépendre du fleuve Niger. Et c'est un gros problème. J'ai eu à faire un tour dans certains villages, mais les gens, ils vous posent souvent des problèmes d'eau, des problèmes de foncier. Et ça, c'est le changement climatique. Moi, je crois qu'on doit essayer de voir, il y a des fonds verts qui existent. L'Afrique doit porter sa voix, voir comment utiliser, avoir accès à certains fonds pour empêcher que les conséquences des changements climatiques euh, ne se traduisent en aggravation des conflits dans ces régions. Il faut mieux analyser ce que l'on a appelé la crise du pastoralisme. Parce que souvent on pense que les conflits communautaires,
c'est des questions identitaires uniquement. Moi, je ne crois pas. Je sais que, par exemple, au Mali, il y a eu des conflits entre peuples, notamment les Rimaïdés, qui étaient agriculteurs, et les Rimbés, qui étaient considérés comme plus ou moins plus nobles. Ils ont eu des problèmes. Mais les problèmes, quand on regarde, c'est des conflits entre modes de production opposés. Ce pas des questions identitaires. Et souvent, c'est des communautés qui ont vécu ensemble tout au long de l'histoire pendant des siècles sans pour autant avoir de problème. Les Peuls et les Dogons, ils ont partagé le même espace. Les Peuls donnaient aux Dogons du lait et de la viande. Les Dogons fournissaient aux Peuls des produits céréaliers et des foins pour leur bétail. Et les gens vivaient en coexistence pacifique. Et je crois que les seuls moments où il y a eu des problèmes, c'était vers le 19e siècle, lorsqu'on a eu l'Empire du Massina, hein, qui est venu, qui a créé l'esclavage. Hein, donc, c'était la Dina, l'esclavage des Peuls païens et puis des Dogons animistes. Tu vois. Bon, mais sinon, les gens vivaient ensemble. Donc, je crois que les changements climatiques sont très importants. Il faudra voir leurs conséquences. Et quelle est la deuxième question? La deuxième question, La après les deuxième, changements. oui, donc la deuxième question était quelle évaluation faites-vous des capacités des communautés économiques régionales à gérer les crises complexes que vous avez décrites? Ouais, bon, ces capacités sont assez restreintes. Je crois qu'une communauté comme la CEDEAO doit être renforcée, notamment au niveau du volet politique, pour pouvoir mieux adresser les questions. Parce que tout est comme si, par exemple, dans la décision de l'intervention au Niger, il y a eu un déficit de lecture de ce qui s'est passé au Niger. J'ai parlé de la question des ressortissants, j'ai parlé de la question des rapports de force. Est-ce qu'on avait analysé, par exemple, quand vous faites une intervention, il y a ce qu'on appelle les entrées forces, c'est-à-dire les couloirs d'entrée. Dedans, on a prévu à un certain moment que ça devait être fait à travers donc la porte, disons, le couloir Aoussa. Et tout le monde sait les liens qu'il y a entre les Aoussa du Niger et les Hausa du Nigeria. Donc, il y a énormément de choses, des facteurs qui n'ont pas été pris en compte au plan politique en décidant l'intervention. Une intervention comme celle-là, peut-être qu'elle n'allait faire que l'affaire des terroristes, hein, qui allaient profiter du désordre créé pour pouvoir, disons, déstabiliser presque tous les États de la région. Est-ce que cette analyse au niveau des serres de la CEDEAO, ça avait été fait. Ce que je dis de la CEDEAO est valable pour les autres communautés économiques. Souvent, on a comme une martingale, j'en ai parlé, on se dit, dès qu'il y a un problème, on envoie une force. C'est-à-dire, souvent, quand on a voilà, un marteau, toutes les solutions ressemblent à un coup. Alors qu'on doit pouvoir peut-être réfléchir sur le plan politique, voir comment réorganiser, renforcer ces communautés et que les gens puissent prendre les bonnes décisions. Ce qui fait que moi, je pense que c'est des crises qui sont complexes et que les comités, la CDAO et autres, tels que c'est fait aujourd'hui, ils ont des difficultés pour prendre en charge des autres problèmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi il y a des coups d'État. Quand vous décidez tout de suite, bien, bon, non, pas de coup d'État, on sanctionne. C'est vrai qu'il y a un protocole, il y a des textes, mais pourquoi il y a un coup d'État? On va pouvoir intervenir dans ces choses et voir en amont comment empêcher les coups d'État. Parce que ce n'est pas seulement la responsabilité des militaires. Souvent, il y a eu des causes en amont qui ont poussé les militaires à entrer dans le jeu. Il faudra essayer de voir aussi quel est le niveau de dialogue, parce que nous avons été formés dans les mêmes écoles. Je suis certain qu'un général comprendra mieux un autre général d'un pays, hein, qu'un civil qui va venir lui parler. Voilà, avant qu'il y ait certains problèmes quand il y a déjà la crise. Donc, il y a des mécanismes, je crois, qui peuvent être mis en place pour faire. Mais aujourd'hui, moi, je reste persuadé que le CR ne peut pas tout faire. Le CR arrive en appoint. Il faut qu'à l'intérieur des États, qu'on adopte une démocratie substantive. Je crois que c'est là l'un des préalables. Le CR
viennent en appoint lorsqu'il y a des problèmes, ils viennent en appoint en amont avant que la crise ne se déclenche pour aider, jouer le rôle de facilitateur, empêcher le déclenchement de la crise. Mais ce n'est pas une panacée. Merci à vous. Avant de passer aux dernières Bonjour. questions, avant de Bonjour. passer aux dernières... Oui, oui, nous allons laisser la Oui, parole j'aimerais à poser une Monsieur question Malik. par rapport à- Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, je dis ma première question en lien direct avec le thème du séminaire sur le crise économique régionale porte sur le rôle concret en matière de sécurité collective. On sait que la menace terroriste passe largement les frontières nationales et met souvent à l'épreuve la coopération régionale. Dès lors, quelle est, selon vous, la marge réelle de manœuvre des CR pour harmoniser non seulement les politiques économiques, mais aussi avec votre indigence, je vais m'éloigner un instant du initial pour m'adresser plus personnellement au général Gare de son expérience ancien directeur du renseignement extérieur sénégalais. Alors, dans le cadre de mes recherches, j'essaie de dresser un inventaire élargi des procédés internes de lutte antiterroriste, ce qui m'amène à étudier aussi l'organisation et l'encadrement normatif des services de renseignement. Pourriez-vous, Monsieur le général, étaient selon vous les défis majeurs rencontrés par le renseignement sénégalais dans l'adaptation de son organisation et de ses méthodes face à la menace terroriste contemporaine? Alors, adaptation parce qu'il y a eu en 2014 la création de la DRN qui marque clairement le choix de la centralisation du renseignement. Adaptation également par le vote. Général, vous avez pu prendre sa première question? Voilà, j'ai compris. Pour ce qui est des CR, donc confrontés à la lutte antiterroriste, donc il m'a parlé des défis et des problèmes que rencontrent les États pour pouvoir faire face aux menaces asymétriques. Hein, le terrorisme, c'est une menace asymétrique, donc qui est difficile à prendre en compte. Et il a insisté sur le cas du Sénégal. Effectivement, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées et chaque fois, c'est pour essayer de mieux prendre en compte le terrorisme. Il y a eu des réformes en matière de, puisque c'est un juriste, dans les lois sur le financement du terrorisme. Il y a eu des réformes même internes pour mieux dimensionner les forces à prendre en compte le terrorisme, notamment la mise en place de forces spéciales hein, qui sont de plus en plus outillées. Il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau de la prise en compte de la troisième dimension, hein, sur le côté des capacités aériennes, des capacités en drone, etc. Euh, en matière de lutte contre les engins improvisés et explosifs. Donc, il y a des trucs. Dans la formation, dans la montée en puissance des troupes, en mettant en place plus de personnel qui soit adapté. Et vous avez insisté sur le renseignement. Effectivement, le renseignement a connu beaucoup d'évolutions. Donc, pour prendre en compte les menaces, d'abord au niveau des capteurs, hein, on a beaucoup développé les capteurs techniques. C'est un facteur qui est très important pour pouvoir avoir l'information. Développer, travailler au niveau des capteurs humains, il y a eu une réforme dans le sens de la mutualisation, de la centralisation du renseignement. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Déjà, avant 2000, il y avait le CENCAR qui était un outil de centralisation. Puis, il y a eu le COS. Et DRN, c'est la dernière structure qui a été mise en place. Donc, qui est très fonctionnelle, qui a un leadership affirmé, qui arrive aujourd'hui à faire son travail. Mais le renseignement sera toujours obligé de s'adapter parce que le terrorisme, c'est une menace un peu particulière. Vous avez des gens habillés en civil qui sont difficilement localisables avant qu'ils ne puissent agir, qui peuvent, par surprise, agir quelque part. Donc, il faut pouvoir anticiper pour pouvoir être efficace. Mais une fois que vous avez anticipé, vous avez mené des actions de prévention, il faudra en ce temps-là disposer d'éléments pour pouvoir agir sur le terrain et que ces éléments puissent agir de manière coordonnée.
Donc, les adaptations, c'est ça, c'est la DRM. Il y a aussi une loi sur le renseignement. Pourquoi une loi? Parce qu'il faut protéger d'abord les gens qui font le renseignement, mais aussi il faut que ces gens du renseignement ne puissent pas faire n'importe quoi. C'est des gens qui sont dans un système démocratique. Il y a un contrôle du renseignement. Et le but de cette loi sur le renseignement, c'est de justement contrôler cet outil. Comme on l'a vu dans beaucoup de cas dans le monde, si cet outil n'est pas contrôlé, ça peut donner lieu à des dérives. C'est sûr que pour le CR, pour venir à votre première question, s'attaquer au terrorisme est très difficile pour CR. Parce que ce que je dis, derrière le terme terrorisme, il y a beaucoup de confusion. Moi, je reste persuadé que le terrorisme, c'est un mode d'action. C'est un mode d'action. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous regardez dans le monde, euh, on ne s'entend pas sur une définition du terrorisme. Ce qui est appelé terroriste ici peut être appelé résistant de l'autre. Par exemple, à un certain moment, Mandela a été accusé d'être terroriste. Les gens ne s'entendent pas. Aujourd'hui, au Sénégal, nous, on définit plutôt les actes. C'est les actes, pas le terrorisme en tant que tel. Euh, les CR auront des difficultés pour lutter contre le terrorisme. Et moi, j'aimerais bien voir le mandat de la force antiterroriste, parce que c'est sûr que quand il s'agit d'une force régionale, d'abord, les États ont leurs contraintes. Chaque État peut poser des caveats, c'est-à-dire des limitations dans l'emploi de ses forces, parce que les États doivent prendre en compte des réalités intérieures. Si aujourd'hui, par exemple, vous envoyez une force au Mali, dans le centre du Mali, que cette force s'attaque à des groupes terroristes qui sont à majorité, comme la Katibat Massina, qui sont à majorité Peul, est-ce que demain, cela n'entraînera pas des conséquences sur les Peuls qui sont dans d'autres régions, dans d'autres pays, avant que cet État n'engage ses troupes contre des éléments peuples, certainement, ils réfléchiront. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il y aura aussi des limitations. Il faudra voir le mandat de cette force. Quel mandat lui sera donné? Vous savez, au Mali, on a eu beaucoup de problèmes parce que le mandat n'était pas suffisamment robuste, donc n'était pas prévu contre les terroristes. Et c'est le mandat qui dimensionne la force, qui dimensionne son armement, qui dimensionne ses munitions. Si ce mandat n'est pas suffisamment, vous dites aux gens, faites, alors qu'il n'y a pas les moyens pour les unités sur place pour mener certaines actions, c'est des problèmes. Donc tout ça, les CR doivent réfléchir là-dessus, avoir les compétences qu'il faut pour bien dimensionner. Et je crois que c'était ça le rôle des chefs d'état-major qui sont allés à Abuja. Ils ont dû discuter sur le mandat de la force, sur son dimensionnement, son financement, parce que aussi le dimensionnement, c'est pas seulement comment réussir la mission. Vous avez beau vouloir faire quelque chose, s'il n'y a pas de moyens pour le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ce sera très difficile pour les CR, mais je crois que les CR ne peuvent pas rester indifférents à la principale menace aujourd'hui qui guette la survie de nombreux États. Très bien. Merci beaucoup, Général, pour cette réponse. Et nous allons passer à la dernière question nous allons passer à la dernière question de nos participants. Donc, il y a M. Ndiaye qui demande quelles sont les capacités réelles des CER à lutter contre la criminalité financière transfrontalière, volonté institutionnelle contre complicité des populations. Quelle est la capacité des CER à lutter contre la criminalité financière transfrontalière? Moi, je crois que les CR peuvent aider les États à domestiquer toutes les lois. Aujourd'hui, on a des lois qui sont assez strictes pour lutter contre le financement terroriste, le blanchiment et autres. Et, mais c'est assez complexe. Les CR doivent s'appuyer sur les États. Par exemple, quand vous voyez aujourd'hui les, les groupes criminels, que ce soit des terroristes ou pas, ils s'adossent sur des circuits de blanchiment, parfois de finances, parce que c'est des produits qui proviennent de vol de bétail, d'orpaillage. Il faut pouvoir retracer ces circuits. Et en faisant que les États membres travaillent ensemble, parce que c'est une criminalité transfrontalière,
le délit peut commencer dans un autre pays et finir dans l'autre. Il faut bien entendu que les CR arrivent à huiler les procédures entre les États membres parce que tous les États travaillent ensemble. Mais quand vous avez aujourd'hui l'AES, d'une part, des pays de l'AES qui ne travaillent pas avec certains pays de la CEDEAO, ça pose problème. Hein. Si des terroristes peuvent profiter de cette mésentente parce que les responsables en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit les responsables, les CENTIF, par exemple les cellules de traitement des informations financières de différents pays ne travaillent pas ensemble, bien entendu, ça impacte sur la lutte contre le financement du terrorisme. Il y a Djaba pour l'Afrique de l'Ouest qui est là, qui intervient dans l'étude de blanchiment. La plupart des pays font de telle sorte qu'ils fassent partie du groupe ECMO, hein, qui permet les échanges d'informations. Moi, je crois que les CR doivent peut-être agir dans ce sens. Comment faire un travail de facilitation. Mais le grand rôle revient aux États. Très bien. Merci beaucoup, ça a été clair et on a très bien compris votre analyse qui était très riche. Donc, nous voilà à la fin de notre séminaire qui portait donc sur la stabilité et la fragilité institutionnelle. Ce que nous pouvons retenir de ce qui a été dit ici, c'est que l'insécurité et la fragilité institutionnelle sont des vases communicants. Donc, ce sont deux dynamiques qui se coproduisent et qui s'entretiennent mutuellement et que la solution devrait venir en premier lieu des États et les CER doivent venir en appui, en amont et après pour avertir et aussi pour apporter un appui aux États dans la résolution des crises et des conflits. Et aussi, l'autre point important que nous retenons, c'est le financement et l'indépendance des institutions africaines, régionales comme continentales. Elles ont l'obligation de s'autofinancer et d'assurer l'autonomie de leur politique et de leur organisation. D'accord. Donc, moi, je vais vous dire, Monsieur le Général, merci. Merci très chaleureusement de nous avoir entretenus sur ces questions très importantes. Et merci à notre communauté. Et comme à l'accoutumée, je vais vous laisser le mot de la fin pour clôturer notre séminaire. Euh, Patience, Ah, pardon, est-ce que je peux pauvre placer Khan. un mot avant Oui, que le général ne prenne la parole? Euh, mon général, pour que vous ayez une idée de de mon visage, je suis la personne qui coordonne tout ce travail-là. Il y a eu quelques petites incompréhensions sur comment dire, le lien et autres qui ont fait que j'ai pas pu commencer avec vous, mais j'ai tout suivi, tous les débats. Et je voudrais vous remercier vraiment au nom du LASPAD pour votre intervention, non seulement en tant que personnalité reconnue sur ces questions-là, mais surtout en tant que militaire. L'armée est considérée comme la grande muette. On ne l'entend pas souvent, mais votre passage ici montre à quel point nos services de sécurité savent comment les choses se passent et connaissent les réalités de nos pays. Et pour nous, en vous invitant, c'était justement de faire comprendre aux étudiants, surtout aux doctorants, que si l'on veut faire des recherches approfondies sur les questions de paix et de sécurité et autres, il faut aussi apprendre de ceux qui en ont fait leur métier, de ceux qui ont fait de leur travail la protection de la vie de nos concitoyens et de la sécurité de nos frontières. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais vraiment vous remercier pour avoir pris de votre temps pour partager un certain nombre de préoccupations avec les étudiants. Surtout sur une question qui devient de nos jours une question vitale. Vous avez mentionné tout à l'heure la réunion qui s'est tenue la semaine dernière à Abuja pour créer un nouveau cadre de lutte contre le terrorisme, mais nous tous savons que le Sahel est aujourd'hui à la croisée des chemins et que ce qui se passe au Mali, au Burkina, si ce n'est pas réglé, ça va affecter la totalité de la région.
et ça risque même de mettre en jeu l'existence des institutions comme l'AES, comme la CEDEAO. Et en vous écoutant, on est d'autant plus aujourd'hui mieux renseigné sur les problèmes qui nous attendent que nos étudiants doivent vraiment travailler pour identifier, en tout cas faire partager un certain nombre d'informations, d'idées qui peuvent aider à régler ces problèmes. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants pour votre passage au niveau de ce groupe et surtout les idées que vous avez essayé d'avancer, de donner aux étudiants pour qu'ils puissent affiner leurs travaux et continuer davantage à approfondir ces questions-là qui sont des questions vitales pour nos pays. On espère surtout que ceci n'est que le début d'une collaboration. Je suis persuadé que les doctorants comme Patience auront, voudront bien continuer cette conversation, ce dialogue avec vous. Et nous souhaiterions aussi qu'à l'avenir, vous êtes un militaire de haut rang du Sénégal, qu'on ait aussi la contribution des militaires de haut rang d'autres pays de la région pour que les étudiants sachent mieux comment nos États fonctionnent et aient aussi une idée de la fragilité de nos États. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a deux ou trois idées vraiment à retirer de cette conversation, c'est que d'abord nous vivons avec des États très fragiles, que nous demandons à des institutions qui n'ont pas été créées pour régler ce type de problème à s'intéresser à des questions sécuritaires qui sont d'une autre dimension. Et que, troisièmement, la coordination entre les pays et les institutions régionales et continentales n'est pas à un niveau que vous auriez espéré. Donc, nos étudiants savent maintenant quels sont les problèmes. Peut-être qu'en continuant à aller à faire des recherches, ils pourront aller dans les détails. Et ce serait bon qu'à l'avenir, peut-être dans un an, qu'on puisse vous avoir à nouveau et que ce dialogue avec les étudiants puisse continuer de manière à ce que vraiment on puisse établir des ponts entre l'université et l'armée. Parce que notre rôle, c'est de faire de la recherche. Votre rôle, c'est de protéger nos pays, c'est d'avancer des idées pour mieux renforcer la protection de nos pays. Donc, nous avons des objectifs communs et nous devrions travailler et que l'armée puisse vraiment aussi aider l'université à mieux comprendre les enjeux sécuritaires dans lesquels nous vivons. Donc, pour cela, mon général, je vous remercie très sincèrement au nom de tous les étudiants et on espère qu'on aura encore d'autres opportunités de collaboration. Voilà, Patience, ce que je voulais simplement dire à mon général pour le remercier très sincèrement pour l'effort qu'il a fait aujourd'hui, jour de fête, jour férié, de venir discuter avec les étudiants de problèmes très compliqués et il a fait un vaste tour d'horizon de ces problèmes-là sur tout le continent. La seule région qui n'a pas été touchée, c'est l'Afrique du Nord. Malheureusement, l'Union du Maghreb arabe n'existe pratiquement pas, donc on ne pouvait pas en parler. Merci, mon général. Alors, merci beaucoup. Merci, Michel Khan. Je dois remercier aussi Madame Patience, avec qui j'ai pris contact depuis le début et qui nous a aidé à mettre en place donc ce système, les techniciens. Je dois remercier l'ASPA parce que je suis de ceux qui croient que la sécurité ne peut être assurée qu'en construction, en co-construction entre le milieu universitaire, ceux qui font de la recherche et les forces de défense et de sécurité. Et concernant le Sénégal, le meilleur exemple a été la collaboration qu'il y a eu entre l'école polytechnique de Thiès et l'armée de l'air pour mettre en place la première école de formation de pilotes et de personnel de l'aéronautique. Et c'est un succès que beaucoup de gens ignorent. Et on doit continuer à aller dans d'autres espaces. Aujourd'hui, le rêve de nos autorités, c'est de mettre en place une industrie de défense, c'est de nous approprier un certain nombre de choses
Et je crois que cela ne se fera que quand le monde de la recherche sera vraiment lié avec le monde des armées pour comprendre d'abord quels sont leurs besoins et pouvoir leur apporter des solutions. Euh, En ce qui me concerne, j'ai été très honoré d'être devant cette assemblée de sachants, de chercheurs, de doctorants. J'ai été honoré pour ça. Et sachez que pour l'avenir, je suis prêt à venir poursuivre cette collaboration. Surtout que j'ai un rêve, étant moi-même ayant servi pendant un certain moment dans le renseignement, que le renseignement puisse être, notamment dans les départements de sciences politiques, au Sénégal et en Afrique, être enseigné. Les États-Unis ont été les premiers à s'y mettre. Il y a aujourd'hui une centaine d'universités américaines qui ont un cursus de renseignement. Les Anglais ont suivi. La France, depuis 2010, les Sciences Po ont un cursus de renseignement. Et quand je regarde à peu près, bon, actuellement, je donne des cours au CHETS, il y a certains instituts qui commencent à en faire la demande. C'est un domaine qu'il y a à explorer. Il ne s'agit pas seulement de faire une thèse sur le renseignement, il y a tout un cursus pour pouvoir former des gens parce que c'est un aspect important de la gouvernance. Ça fait partie des politiques publiques. Et il est temps que les chercheurs, que les universitaires, et je crois que c'est un chantier que l'ASPAC peut explorer. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis à votre disposition. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je pourrai venir participer parce que ça me nourrit aussi les questions que j'ai entendues, les questions que j'ai eu les questions dont j'ai eu que j'ai entendues sont des questions pertinentes et qui me poussent à mon niveau à poursuivre ma recherche. Donc, en fait, j'y ai aussi beaucoup gagné. En tout cas, merci pour tout. Merci beaucoup à vous, Général. Merci à Prof Khan également qui a permis que tout ceci soit possible. Euh, je remercie également nos participants pour toutes vos questions et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain séminaire. Merci. Au revoir. Au revoir.